Lors d'un petit déjeuner de vacances, mes parents ont glissé à mon neveu un voyage payé à l'étranger en disant « Nous investissons dans le potentiel ». Mon fils a reçu un livre d'occasion et une leçon sur l'humilité. J'ai souri, j'ai fini mon café, et nous ne sommes pas rentrés à la maison. 48 heures plus tard, mon père appelait en pleurant. « Salut tout le monde, avant de nous lancer dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perdait un peu de dynamisme, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Blake. J'ai 38 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans cette vie, c'est que la fiabilité est la forme la plus silencieuse de l'invisibilité. Pendant 8 ans, j'ai été celui qui a maintenu les lumières allumées. Pas seulement dans ma propre maison, mais aussi dans celle de mes parents. Chaque mois, comme une horloge, je transférais de l'argent. Paiements hypothécaires, taxes foncières, frais médicaux, réparation de la maison, factures vétérinaires d'urgence lorsque leur chien avait besoin d'une chirurgie, nouveaux appareils électroménagers lorsque les anciens tombaient en panne. Ma sœur Jacqueline n'a jamais envoyé un centime. Elle était trop occupée à vivre sa meilleure vie dans un loft loué en centre-ville, travaillant à temps partiel dans une boutique, postant des photos de brunch et appelant cela du développement personnel. Je ne me suis jamais plaint. J'ai juste payé. Maman et papa avaient 67 et 69 ans. Ils avaient travaillé dur toute leur vie, élevé 2 enfants, et mérité une retraite confortable. C'est ce que je me disais chaque fois que je consultais la feuille de calcul. Chaque fois que je voyais le total augmenter, 240 000 $. C'est ce que je leur avais donné en 8 ans. Ce n'était pas un prêt. Il n'y avait pas de papier signé. Il n'y avait pas de taux d'intérêt ou de plan de remboursement. C'était juste ce que l'on faisait pour la famille. Du moins, c'est ce que je pensais que la famille signifiait. Jacqueline était l'enfant en or. Elle l'avait toujours été. Elle avait 3 ans de moins que moi. Charmante sans effort. Le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce et faire sourire tout le monde. Elle avait les yeux de maman et l'esprit vif de papa. Elle savait comment faire rire les gens, comment détourner les critiques, comment demander de l'aide sans jamais paraître dans le besoin. J'étais le fiable, le barbant, celui qui se présentait avec une boîte à outils lorsque le chauffe-eau tombait en panne, qui envoyait de l'argent lorsque la facture de carte de crédit arrivait à échéance, qui ne demandait jamais d'applaudissements ou de reconnaissance. Mon fils Connor avait 12 ans. Il était calme, réfléchi, le genre de gamin qui lisait des livres sur l'espace et posait des questions qui me faisaient réfléchir plus fort que n'importe quel projet de travail. Il construisait des maquettes de fusées dans sa chambre. Il obtenait d'excellentes notes sans qu'on lui demande d'étudier. Il était gentil avec les autres enfants, même ceux qui ne l'étaient pas en retour. Le fils de Jacqueline, Frank, avait 16 ans. Il jouait à la crosse, conduisait une voiture que j'avais aidé à financer lorsque Jacqueline n'avait pas pu verser la compte, et avait le genre de confiance qui ne vient que de n'avoir jamais entendu de « non ». Maman et papa adoraient Frank. Ils allaient à ses matchs, encourageant depuis les gradins, portant les couleurs de son équipe. Ils encadraient ses bulletins, même les médiocres. Ils parlaient de son avenir comme si c'était une garantie, comme si le monde lui devait le succès juste pour exister. Connor, il l'aimait, je pense. Mais l'amour et l'attention ne sont pas la même chose. Il se souvenait de son anniversaire, généralement. Il posait parfois des questions sur l'école, mais il n'allait jamais à ses foires scientifiques. Il ne demandait jamais à voir son télescope. Il ne le regardait jamais vraiment comme il regardait Frank. J'avais remarqué le schéma il y a des années. Je n'avais juste jamais rien dit. À quoi bon? Je gardais la tête baissée, continuais à travailler, continuais à envoyer de l'argent. J'étais le pourvoyeur, le filet de sécurité silencieux, celui qu'il n'avait pas besoin de remercier parce que je serais toujours là. C'est comme ça que ça marchait. C'était le contrat tacite. Et j'ai joué mon rôle à la perfection jusqu'au matin où tout a volé en éclats. C'était la saison des vacances. Le 23 décembre, mes parents nous avaient invités à prendre le petit déjeuner. Une tradition, la Playle. Jacqueline et Frank seraient là aussi. Je me souviens d'avoir marché dans l'allée avec Connor à côté de moi, sa main agrippant un petit sac cadeau. Il avait économisé son argent de poche pendant 3 semaines pour acheter une bougie à la lavande à grand-mère. Il était nerveux.
Il voulait qu'il l'aime. Il voulait qu'il le remarque. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû remarquer la façon dont les yeux de maman s'étaient illuminés lorsqu'elle avait ouvert la porte et avait vu la voiture de Franck se garer derrière nous. J'aurais dû entendre le changement dans sa voix. La façon dont elle était devenue plus aiguë, plus brillante lorsqu'elle avait appelé Jacqueline. Mais je n'ai pas fait attention. J'opérais toujours selon les anciennes règles. Celle où être fiable comptait. Celle où faire ce qui est juste avait de l'importance. Nous nous sommes assis à table. L'odeur du café et des roulés à la cannelle remplissait l'air. Papa était au bout de la table, souriant, parlant du temps qu'il faisait, des soldes de vacances à la quincaillerie. Jacqueline était sur son téléphone, écoutant à peine, ses pouces faisant défiler Instagram. Franck envoyait des SMS à quelqu'un, son visage brillant dans la lumière bleue. Connor était assis à côté de moi, calme, poli, attendant le bon moment pour offrir son cadeau. Et puis maman s'est levée. Elle avait ce regard, celui qu'elle prenait lorsqu'elle était sur le point de faire une annonce, le genre de regard qui disait qu'elle planifiait cela depuis des semaines, le répétant dans sa tête. J'ai pensé que c'était peut-être à propos des plans pour le dîner de Noël ou d'un voyage familial surprise au printemps. J'avais tort. Maman a tendu la main derrière sa chaise et a sorti 2 boîtes. L'une était grande, enveloppée dans du papier argenté glacé avec un nœud rouge parfait et une étiquette cadeau ornée. L'autre était petite, simple, enveloppée dans ce qui ressemblait à du vieux papier journal à peine maintenu par du ruban adhésif. Elle a d'abord tendu la grande boîte à Franck. Nous voulions faire quelque chose de spécial cette année, a-t-elle dit, sa voix chaude, fière, tremblante d'excitation. Nous croyons en l'investissement dans le potentiel, dans l'avenir, dans les jeunes qui vont faire quelque chose de leur vie. Franck a ouvert la boîte lentement, prolongeant le moment. À l'intérieur se trouvait un dossier en cuir. Il l'a ouvert. Billets d'avion, confirmation d'hôtel, un itinéraire complet imprimé sur du papier cartonné épais, un voyage entièrement payé en Europe, 3 semaines, Londres, Paris, Rome, Barcelone. Tous frais payés, vol en première classe, hôtel 5 étoiles. Jacqueline a haleté, sa main volant à sa bouche. Le visage de Franck s'est fendu d'un large sourire. Papa lui a tapé sur l'épaule, ses yeux brillants de fierté. Tu as travaillé si dur, a continué maman, sa voix gonflée d'émotion. Tu mérites ça. Tu as gagné ça. Nous voulons que tu vois le monde, que tu expérimentes la culture, que tu comprennes ton potentiel. Gagner. Le mot résonnait dans ma tête. J'étais assis là, figé. 240 000 $. Je leur avais donné 240 000 $. J'avais payé leur hypothèque lorsqu'ils étaient confrontés à la saisie. J'avais couvert les frais médicaux lorsque papa avait eu besoin d'une chirurgie. J'avais remplacé leur toit lorsqu'ils fuyaient. J'avais payé les réparations lorsque leur fournaise était tombée en panne au milieu de l'hiver. Et ils venaient de donner à mon neveu des vacances européennes comme si c'était de la monnaie. Jacqueline prenait déjà des photos, son téléphone clignotant. Oh mon Dieu, maman. C'est incroyable. Franck, tu vas passer le meilleur moment. Je suis tellement fier de toi. Franck feuilletait le dossier, lisant les noms des hôtels, les réservations de restaurants, les réservations de visites. Tout avait été planifié dans les moindres détails. Puis maman s'est tournée vers Connor. Elle a ramassé la petite boîte, celle enveloppée dans du papier journal. Elle la lui a tendue avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Et ceci est pour toi, mon chéri, a-t-elle dit. Connor l'a prise avec soin. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il l'a déballé lentement, retirant le papier journal. À l'intérieur se trouvait un livre. D'occasion. La couverture était pliée au coin. Les pages étaient jaunies et cornées. C'était un livre de développement personnel. Le titre était « L'art de la gratitude, apprendre à apprécier ce que l'on a ». La pièce est devenue silencieuse un instant. Puis maman s'est penchée en avant, ses mains jointes sur la table, sa voix prenant ce ton de sermon que je connaissais si bien. Nous avons pensé que cela te ferait du bien, Connor, a-t-elle dit gentiment. Il est important de rester humble. Tout le monde n'a pas de voyage, de cadeaux et de choses fantaisistes. Tu dois apprendre à apprécier ce que tu as. Ne t'attends pas à des faveurs. Ne pense pas que le monde te doive quoi que ce soit. Le travail acharné et la gratitude, c'est ce qui compte. Connor fixait le livre. Ses mains tremblaient. J'ai regardé mes parents, Jacqueline, Franck,
toujours souriant, toujours en train de feuilleter son itinéraire. Personne n'a dit un mot. Et c'est là que j'ai su que je ne serais jamais rien de plus que le portefeuille qu'ils ouvraient quand ils avaient besoin de quelque chose. Jacqueline a finalement levé les yeux de son téléphone. Blake, tu ne vas rien dire? Tu es toujours si sérieux. Détends-toi. Ce sont les vacances. Tout le monde est heureux. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait 35 ans. Elle n'avait jamais payé son loyer à temps de sa vie. J'avais couvert ses dépôts de garantie lorsque les propriétaires menaçaient de rejeter ses candidatures. J'avais payé ses services publics lorsque la compagnie d'électricité envoyait des avis de coupure. Je lui avais envoyé de l'argent pour l'épicerie, pour les urgences, pour des choses qui n'étaient jamais vraiment des urgences. L'année dernière, j'ai payé 3 mois de son assurance automobile lorsqu'elle a prétendu être entre 2 emplois. L'année précédente, j'ai couvert la totalité des frais de scolarité de Franck pour un semestre lorsqu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Et maintenant, elle était assise là, souriante, me disant de me détendre. Connor, a dit maman, sa voix plus ferme maintenant. Comprends-tu pourquoi nous t'avons donné ce livre? Connor a hoché la tête lentement. Il n'a pas levé les yeux. Bien, a continué maman. Parce que nous ne voulons pas que tu grandisses avec un sentiment de droit. Nous ne voulons pas que tu penses que la vie consiste à obtenir des choses facilement. Tu dois travailler pour ce que tu veux. Tu dois être humble. Tu dois être reconnaissant pour chaque petite chose. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Franck recevait des vacances européennes entièrement payées, 3 semaines, vol en première classe, hôtel 5 étoiles, visites et réservations de restaurants, et des expériences culturelles. Et mon fils était sermonné sur le sentiment de droit tout en tenant un livre d'occasion que quelqu'un avait probablement donné à Godwill. Maman, ai-je dit doucement, puis-je te parler dans la cuisine? Elle m'a fait signe de la main sans même me regarder. Blake, pas maintenant. Nous célébrons la réussite de Franck. Ne gâche pas ce moment. Quelle réussite, ai-je demandé. Ma voix était calme. Trop calme. La table est devenue silencieuse. Le sourire de Jacqueline s'est estompé. Papa a posé son café avec précaution. Franck a arrêté de faire défiler son téléphone. Excuse-moi, a dit maman, sa voix sèche, ses yeux se rétrécissant. Quelle réussite, ai-je répété. Qu'a fait Franck pour gagner ce voyage? Le visage de maman est devenu rouge. Il a travaillé dur à l'école. Il a été responsable. Il a fait preuve d'initiative. Il a du potentiel, Blake. Du vrai potentiel. Du potentiel, ai-je dit. Le mot avait un goût de cendre. Et Connor n'en a pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit, a claqué maman. Mais Connor a besoin d'apprendre que tout le monde n'obtient pas tout. Il a besoin de comprendre la valeur du travail acharné. Il a besoin d'apprendre l'humilité. J'ai regardé papa. Il fixait son assiette, sa mâchoire serrée. Papa, ai-je dit, es-tu d'accord avec ça? Il s'est raclé la gorge. Il n'a pas croisé mon regard. Blake, ta mère a raison. Nous essayons juste d'enseigner à Connor une leçon importante. Ça forge le caractère. C'est de cela qu'il s'agit. En donnant à Franck un voyage en Europe et à Connor un livre d'occasion? Ma voix montait maintenant. Ça forge le caractère. Ce n'est pas une question de cadeau, a dit maman, sa voix prenant ce ton condescendant. C'est une question de message. C'est une question d'enseignement de valeur. J'ai ri. C'est sorti creux, amer, faux. Le message, n'est-ce pas? Le message que Franck compte et que Connor ne compte pas. Jacqueline s'est levée, sa chaise raclant le sol. Blake, pourquoi en fais-tu toute une histoire? Tu te ridiculises. Tu ridiculises Connor. Arrête, s'il te plaît. Je l'ai regardé, elle, maman, papa, Franck, qui me regardaient avec un sourire narquois, comme si tout cela n'était qu'une blague. Ils me regardaient tous comme si j'étais le problème, comme si j'étais celui qui était déraisonnable, comme si je gâchais Noël pour rien. Je me suis levé lentement. J'ai tendu la main vers celle de Connor. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux écarquillés, confus, tenant toujours ce stupide livre. Nous partons, ai-je dit. Maman s'est levée. Blake, assieds-toi. Tu réagis de manière excessive. C'est ridicule.
Non, ai-je dit, je ne le suis pas, j'ai ramassé le livre des genoux de Connor. Je l'ai regardé une dernière fois. La couverture pliée, les pages jaunies, le titre condescendant. Puis je l'ai posé devant maman. Garde-le, ai-je dit. Tu en as plus besoin que lui. Jacqueline a ricané. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. C'est un livre. Passe à autre chose. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris la main de Connor et j'ai marché vers la porte. Blake, a crié maman derrière moi, sa voix montant. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Reviens ici tout de suite. Je me suis arrêté à la porte. Je me suis retourné. Je les ai regardés tous une dernière fois. Papa regardait toujours son assiette. Maman était rouge de colère. Jacqueline secouait la tête comme si j'étais un enfant faisant une crise de colère. Franck souriait narquoisement, déjà de retour sur son téléphone. Regarde-moi faire, ai-je dit. Et puis nous sommes sortis. L'air froid a frappé mon visage lorsque nous sommes sortis. Connor était silencieux à côté de moi. Je pouvais sentir sa main trembler dans la mienne. J'ai ouvert la portière de la voiture. Il est monté sans un mot. Je me suis assis sur le siège du conducteur, agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Tu es puéril. Reviens et présente tes excuses à cette famille tout de suite. J'ai fixé le message. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai démarré la voiture et nous sommes partis. Derrière nous, la maison rapetissait dans le rétroviseur. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous ne sommes pas rentrés tout de suite. J'ai conduit pendant 1 heure, peut-être plus. Aucune destination, juste un chemin. J'ai suivi des routes secondaires que je n'avais pas empruntées depuis des années. J'ai traversé des quartiers où les lumières de Noël clignotaient aux fenêtres, où les familles se rassemblaient autour des tables, où tout semblait chaud, sûr et entier. Connor était assis sur le siège passager, fixant la fenêtre. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas pleuré. Il était juste assis là, tenant la sangle de la ceinture de sécurité, son visage vide, son reflet fantomatique dans la vitre. Quand nous nous sommes finalement garés dans notre allée, il était tard. Le ciel était sombre. La maison était froide et vide. J'ai déverrouillé la porte et nous sommes entrés. Le silence était épais, suffocant, pesant sur ma poitrine. Papa, a dit Connor doucement. Je l'ai regardé. J'ai fait quelque chose de mal? La question m'a brisé. Je me suis agenouillé devant lui. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Je l'ai regardé dans les yeux. Non, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Tu m'entends? Il a hoché la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux, la confusion, la blessure. Va te préparer pour te coucher, ai-je dit. Nous parlerons demain. Je te le promets. Il est monté lentement. J'ai entendu sa porte se fermer. J'ai entendu le grincement du lit lorsqu'il s'est allongé. Je me suis assis sur le canapé. J'ai fixé le plafond. Mon téléphone était toujours éteint. Je ne voulais pas voir les messages. Je ne voulais pas entendre les excuses. Je ne voulais pas les écouter expliquer pourquoi ce qu'ils avaient fait était d'une certaine manière acceptable. Pendant 8 ans, j'avais été le filet de sécurité, le fond d'urgence, celui qui réparait les choses quand elles se cassaient, celui qui se présentait quand tous les autres s'en allaient. Et pendant tout ce temps, pas une seule fois il ne m'avait dit merci. Pas une seule fois il n'avait reconnu ce que je faisais. Pas une seule fois il ne m'avait traité comme si je comptais. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai ouvert la feuille de calcul. Celle que je tenais depuis le début. Celle dont je n'aurais jamais cru avoir besoin. 240 000 $. Paiements hypothécaires, 82 000 factures médicales, 37 000 réparations de la maison, 41 000 taxes foncières, 19 000 loyers de Jacqueline, 23 000 frais de scolarité de Franck, 38 000 chaque ligne, chaque virement, chaque sacrifice que j'ai fait pendant qu'il prenait des vacances, achetait de nouveaux meubles et planifiait des voyages en Europe pour leur enfant en or. J'avais des documents pour tout cela, relevés bancaires, confirmation par email, demande d'argent par SMS, reçu de réparation, facture que j'avais payée. J'ai fait défiler la liste. J'ai pensé au voyage en Europe. J'ai pensé au livre d'occasion. J'ai pensé à la leçon de morale.
J'ai pensé au visage de Connor quand il a ouvert cette boîte, quand il a entendu ces mots, quand il a réalisé que ses propres grands-parents pensaient qu'il ne valait pas la peine d'investir en lui. Et quelque chose en moi a basculé. J'en avais fini d'être invisible. J'en avais fini d'être le portefeuille qu'il pouvait ouvrir et fermer à volonté. J'en avais fini d'être reconnaissant d'avoir le privilège de financer leur vie pendant qu'il humiliait mon fils. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé la liste des paiements automatiques. Tous étaient programmés. Tous fonctionnaient comme une horloge, paiement hypothécaire dû le premier de chaque mois. Versement des taxes foncières. Prime d'assurance médicale pour la couverture complémentaire de maman. Le prélèvement automatique des services publics de Jacqueline que j'avais mis en place il y a 2 ans. L'assurance automobile de Franck. Tout fonctionnait avec mon argent. Tout était tenu pour acquis. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai cliqué sur le premier paiement et je l'ai annulé. Puis le second, puis le troisième. Un par un, j'ai parcouru la liste. Hypothèque, taxes, assurance, services publics, paiement de voiture, tout annulé, tout arrêté. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste disparu. J'ai configuré des filtres de mai. Maman, papa, Jacqueline. Tous les messages iraient dans un dossier que je ne vérifierai jamais. J'ai bloqué leur numéro sur mon téléphone. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis resté assis là dans le noir, mes mains tremblant encore. Pour la première fois en 8 ans, j'ai ressenti quelque chose d'autre que l'épuisement. J'ai ressenti du pouvoir. 3 jours ont passé. Je suis allé au travail. Je suis rentré à la maison. J'ai aidé Connor avec ses devoirs. J'ai préparé le dîner. Nous avons regardé un film ensemble, blotti sur le canapé avec du popcorn. J'ai fait la lessive. J'ai payé mes propres factures. La vie continuait, mais quelque chose de fondamental avait changé. Je n'attendais pas que le téléphone sonne. Je ne vérifiais pas mes messages toutes les 5 minutes. Je ne réparais pas des problèmes qui n'étaient pas les miens. Pour la première fois depuis des années, je vivais juste ma propre vie. Le 4e jour, j'ai reçu un appel au travail. C'était un numéro inconnu. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Quand je l'ai écouté pendant le déjeuner, assis dans ma voiture sur le parking, c'était papa. Sa voix tremblait. Blake, nous devons parler, s'il te plaît. Le paiement hypothécaire a été rejeté. La banque nous a envoyé un avis. Ils disent qu'il n'y avait pas assez de fonds. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le paiement a toujours passé. Peux-tu me rappeler, s'il te plaît? Nous devons régler ça. J'ai écouté le message 2 fois. Puis je l'ai supprimé. 2 heures plus tard, un autre appel. Un autre message vocal. Cette fois de Jacqueline. Sa voix était plus aiguë, paniquée, en colère. Blake, qu'est-ce qui se passe? Le paiement de l'assurance de maman n'est pas passé. Elle a une opération prévue la semaine prochaine, une procédure qu'elle attend depuis des mois. L'hôpital dit qu'elle doit payer $22 000 à l'avance. Maintenant, ils ne feront pas l'opération sans paiement. Peux-tu virer l'argent aujourd'hui? Rappelle-moi immédiatement. J'ai supprimé celui-là aussi. Ce soir-là, je me suis rassis avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'application bancaire. J'ai examiné les paiements annulés. J'ai regardé les dates. Paiement hypothécaire dû il y a 3 jours. Versement des taxes foncières dû hier. Loyer de Jacqueline dû demain. Assurance automobile de Franck dû dans 2 jours. Tout en retard, tout rejeté, tout créant des frais de retard, des avis de pénalité, des appels téléphoniques en colère. J'ai imaginé le chaos, la confusion, la panique, la façon dont ils étaient probablement assis autour de la même table en ce moment, essayant de comprendre ce qui avait mal tourné, blâmant la banque, blâmant la technologie. Sans jamais penser que peut-être, juste peut-être, ils auraient dû mieux me traiter. Et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de regret, pas de doute, juste de la clarté. Je leur avais tout donné. Et ils m'avaient donné de l'humiliation. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de maman. Il avait réussi à contourner mon filtre. Peut-être qu'elle avait utilisé une adresse différente. La ligne d'objet était en majuscule, urge. Veuillez lire. Je l'ai ouvert. Blake, je ne sais pas ce qui se passe, mais plusieurs paiements ont échoué.
La banque menace de saisir si nous ne nous rattrapons pas dans les 30 jours. Le propriétaire de Jacqueline a envoyé un avertissement d'expulsion. L'école de Franck a appelé à propos des frais de scolarité impayés. Nous avons besoin que tu règles ça immédiatement. Quoi que ce soit qui soit cassé, quoi que ce soit qui ait mal tourné, nous avons besoin que tu t'en occupes. S'il te plaît, appelle-nous. C'est grave. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai archivé. Je me suis fait du café. Je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai regardé le calendrier accroché au mur. L'hypothèque était maintenant en retard de 5 jours. La prime d'assurance était en retard de 3 jours. Le loyer de Jacqueline était en retard d'1 jour. Le système que j'avais construit, l'infrastructure invisible qui maintenait leur vie, s'effondrait, et je le laissais tomber. Connor est descendu, son sac à dos jeté sur une épaule, prêt pour l'école. « Papa, tu vas bien ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il semblait plus léger en quelque sorte, moins accablé, comme si quitter cette table du petit déjeuner lui avait aussi enlevé un poids sur les épaules. J'ai souri. Oui, mon pote. Je vais bien. Vraiment bien. Il m'a étudié un instant, comme le font les enfants lorsqu'ils essaient de savoir si les adultes disent la vérité. Puis il a hoché la tête et a pris une barre de céréales dans le garde-manger. « Je t'aime » a-t-il dit en se dirigeant vers la porte. « Je t'aime aussi. » Quand la porte s'est fermée, je suis resté assis dans le silence. La maison était à moi. La paix était à moi. L'avenir était à moi. Pendant 8 ans, j'avais été la fondation, la poutre de soutien invisible, celui qui portait le poids pour que tous les autres puissent se tenir debout. Maintenant, je les regardais réaliser ce que ça faisait de se tenir seul. Et cela ressemblait à de la justice. Le 7e jour, ils sont arrivés chez moi. J'étais dans le garage, en train d'organiser des outils sur le panneau perforé, quand j'ai entendu la voiture s'arrêter dans l'allée. Je n'ai pas eu besoin de regarder. Je connaissais le bruit de la vieille Buick de papa, le cognement du moteur, les freins grinçants. J'ai continué à travailler. J'ai accroché le marteau à son crochet. J'ai aligné les tournevis par taille. La sonnette a retenti 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis des coups forts, insistants. J'ai posé la clé et j'ai marché jusqu'à la porte. Maman et papa se tenaient sur le porche. Le visage de maman était rouge, ses yeux bouffis d'avoir pleuré. Papa avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, ses épaules affaissées, ses cheveux plus gris. « Blake » a dit maman, sa voix se brisant. « Pourquoi nous fais-tu ça ?» Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte. J'ai croisé les bras. « Faire quoi ?»« Tu sais exactement quoi ?» a-t-elle claqué, sa tristesse se transformant en colère en un instant. « Les paiements, tout a cessé. L'hypothèque, l'assurance, tout. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? As-tu la moindre idée de ce que ça nous fait? J'ai arrêté de payer vos factures, ai-je dit calmement. C'est ce que j'ai fait. Papa s'est avancé. Ses mains tremblaient. Mon fils, s'il te plaît. Nous devons en parler. Nous pouvons arranger ça. Quoi que ce soit qui ne va pas, nous pouvons le réparer. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. Et il n'y a rien à réparer. La voix de maman s'est élevée, aiguë et stridente. Blake, nous sommes sur le point de perdre la maison. Comprends-tu cela? La banque nous a envoyé un avis de saisie. 30 jours. Nous avons 30 jours pour trouver 12 000 $ ou nous perdons tout. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant d'humilier mon fils, ai-je dit. Son visage s'est tordu. C'est à propos du petit déjeuner? Tu vas détruire ta propre famille à cause d'un cadeau? À cause d'un livre? Es-tu fou? Un cadeau? J'ai ri. C'était froid, amer. Vous avez offert à Franck un voyage en Europe de 20 000 $ et vous avez donné à Connor un livre d'occasion d'une friperie. Et puis vous lui avez fait la morale sur l'humilité alors qu'il était assis là, tenant une poubelle. Nous essayons de lui donner une leçon, a crié maman. Quelle leçon, ai-je demandé. Ma voix était calme maintenant. Dangereuse. Quelle leçon essayez-vous de lui donner, maman? Qu'il doit être reconnaissant. Qu'il ne peut pas s'attendre à ce que tout lui soit donné. Donné, ai-je répété. Il ne vous a jamais rien demandé. Il a économisé son argent de poche pendant 3 semaines pour vous acheter une bougie.
Une bougie que vous n'avez même pas regardée. Et vous lui avez donné une cochonnerie et lui avez dit d'être humble. Nous lui enseignons des valeurs, a insisté maman. Non, ai-je dit. Vous lui montriez qu'il n'a pas d'importance. C'est ce que vous lui avez enseigné. Papa s'est frotté le visage. Blake, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Nous le voyons maintenant. Nous sommes désolés, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres. Nous sommes tes parents. Et Connor est votre petit-fils, ai-je dit. Mais cela ne vous a pas arrêté. C'est différent, a pleuré maman. Comment, ai-je demandé. En quoi est-ce différent? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a ouverte à nouveau. Aucun mot n'est sorti. Avez-vous une idée de la somme d'argent que je vous ai donnée, ai-je demandé. Le visage de papa est devenu pâle. 240 000 $, ai-je dit. Sur 8 ans. Hypothèque, facture médicale, réparation, taxes, loyer de Jacqueline, frais de scolarité de Franck, assurance automobile, services publics, facture de vétérinaire, appareils électroménagers, tout. Maman m'a regardé fixement. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, ai-je dit. J'ai chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque email où vous avez demandé de l'argent, chaque SMS où Jacqueline a supplié de l'aide. Tout est documenté, daté, sauvegardé. Nous l'avons apprécié, a dit papa faiblement. Non, vous ne l'avez pas fait, ai-je dit. Vous l'avez tenu pour acquis. Vous vous y attendiez, c'est tout. Comme si j'étais un compte bancaire sur lequel vous pouviez retirer de l'argent quand vous le vouliez. Et vous n'avez même jamais dit merci. Nous l'avons fait, a protesté maman. Quand, ai-je demandé. Quand m'avez-vous remercié? Quand avez-vous reconnu ce que je faisais? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Blake, s'il te plaît, a dit papa, sa voix se brisant. Nous avons besoin de ton aide. Nous te supplions. Je l'ai regardé, le désespoir dans ses yeux, la peur, et je n'ai rien ressenti. Non, ai-je dit. Maman a halté. Quoi? J'ai dit non. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle pleuré. Nous sommes tes parents. Tu nous dois. Je vous dois, ai-je répété. Je vous dois 240 000 $ de gratitude. Et j'ai reçu une leçon de morale sur l'humilité en retour. J'ai reculé à l'intérieur de la maison. Blake, a crié maman. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Je me suis éloigné. Derrière moi, j'ai entendu maman frapper à la porte, crier mon nom. Je ne me suis pas retourné. Les appels ont commencé cette nuit-là. Mon téléphone, même avec leur numéro bloqué, n'arrêtait pas de s'allumer. Numéros inconnus, numéros masqués, numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai tous ignorés. Au matin, j'avais 17 appels manqués. J'ai préparé le petit déjeuner pour Connor. Œufs brouillés et toast. Nous nous sommes assis ensemble à table, parlant de son projet scientifique, du livre qu'il lisait, de choses normales, de choses joyeuses. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai posé face contre table. Cet après-midi-là, j'ai finalement écouté certains des messages vocaux. La voix de papa, brisée et désespérée, Blake, s'il te plaît. La banque va saisir. Nous avons 30 jours. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons nulle part où aller. S'il te plaît, rappelle-moi. La voix de Jacqueline hurlant, Blake, c'est insensé. Tu vas laisser maman et papa perdre leur maison à cause d'une stupide dispute, à cause de ton ego. Grandis. Rappelle-moi tout de suite. La voix de maman, juste des sanglots. Pas de mots, juste des sanglots. Je les ai tous supprimés. Le lendemain, j'ai reçu un email de Jacqueline. La ligne d'objet était en majuscule, tu détruis cette famille. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai archivé immédiatement. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Monsieur Williams, a dit une voix de femme, professionnelle, sèche. Oui. Je suis Claire Moore de la First National Bank. J'appelle concernant la propriété au 428 Maple Street. Nous n'avons pas reçu le paiement hypothécaire pour décembre ou janvier. Le compte est maintenant en retard de 60 jours. Nous devons organiser le paiement immédiatement pour éviter les procédures de saisie.
J'ai fait une pause. Cette propriété n'est pas à mon nom. Le paiement provient de votre compte depuis les 8 dernières années, monsieur. Nos dossiers montrent des virements mensuels cohérents. C'est exact, ai-je dit. Mais le titre de propriété n'est pas à mon nom. L'hypothèque n'est pas à mon nom. Vous devrez contacter directement les propriétaires. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Monsieur Williams, êtes-vous en train de dire que vous ne ferez plus de paiement sur cette hypothèque? C'est exact. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je vois. Nous contacterons les propriétaires pour prendre d'autres arrangements. Merci d'avoir clarifié. Elle a raccroché. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking du travail, fixant mon téléphone. La machine était en marche maintenant et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de papa. Il a dû provenir d'un autre téléphone. La banque a appelé. Ils ont dit que tu leur avais dit que tu ne paierais plus. Blake, s'il te plaît. Nous te supplions. Nous n'avons nulle part où aller. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, Jacqueline a appelé d'un numéro masqué. J'ai répondu par curiosité morbide. Blake, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle crié. L'opération de maman est dans 2 jours. 2 jours. L'hôpital exige un paiement à l'avance. 22 000 $. Tu sais que nous n'avons pas ça. Tu sais que nous ne pouvons pas nous le permettre. Alors peut-être auriez-vous dû économiser de l'argent, ai-je dit calmement. Économiser de l'argent? Tu te moques de moi? Tu es un monstre. Tu laisses maman souffrir à cause d'un livre. Non, ai-je dit. Je laisse maman faire face aux conséquences de ses choix. Tu vas le regretter, a-t-elle crié. Peut-être, ai-je dit, mais pas aujourd'hui. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de l'école de Franck. Ses frais de scolarité pour le semestre de printemps étaient en retard. Un paiement de 15 000 $ était requis dans les 7 jours ouvrables où il serait retiré de l'inscription. J'ai écouté le message 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Le jour 10, j'ai ouvert mon email. J'ai affiché le brouillon que j'avais écrit, celui avec la feuille de calcul jointe, celui avec toutes les preuves. Je l'ai lu une fois de plus. Acquis de droit, vous trouverez ci-joint un compte rendu complet des paiements effectués en votre nom de 2016 à 2024. Montant total, 243 700 $. Ces paiements ont été fournis à titre de soutien familial, et non de prêt. Aucun remboursement n'a été demandé ou reçu. À compter du 23 décembre 2024, tout soutien financier a été définitivement interrompu. Veuillez prendre des dispositions pour couvrir vos propres dépenses à l'avenir. Cordialement, Blake. J'ai joint la feuille de calcul. Chaque ligne, chaque date, chaque montant. J'ai ajouté les destinataires, maman, papa, Jacqueline. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi. Puis j'ai appuyé. En moins d'1 heure, mon téléphone a explosé. 15 appels en 20 minutes. Des messages textes affluaient. Des emails arrivaient les uns après les autres. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis assis à la table de la cuisine avec Connor. Nous avons dîné ensemble, des spaghettis aux boulettes de viande, son plat préféré. Nous avons parlé de sa journée, du A qu'il avait obtenu à son test d'histoire, du nouveau télescope pour lequel il voulait économiser. Nous avons ri et dehors, quelque part loin, le monde que j'avais soutenu était en train de s'effondrer. 2 mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement, regardant la ville en contrebas. C'était plus petit que la maison. Une chambre pour moi, une pour Connor, une petite cuisine, un salon avec juste assez de place pour un canapé et une étagère à livres. Mais c'était à moi. Vraiment à moi. Pas de fantôme, pas de culpabilité, pas de poids invisible pesant sur mes épaules. Juste des murs propres et le soleil qui entrait par les fenêtres et le bruit de Connor fredonnant dans sa chambre en déballant ses livres. J'avais vendu la maison, utilisé la valeur nette pour payer mes dettes, pour prendre un nouveau départ, pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de propre. Mon téléphone était posé sur le comptoir. Je l'avais rallumé il y a une semaine. Le flot de messages s'était ralenti jusqu'à n'être qu'un filet. Maman et papa avaient cessé d'appeler. Jacqueline avait envoyé un dernier SMS il y a 3 jours. J'espère que tu es heureux. Tu as tout détruit. Tu as détruit cette famille. J'espère que ça en valait la peine.
Je l'ai lu une fois. Puis j'ai bloqué son numéro définitivement. La maison avait été saisie 37 jours après que j'ai arrêté les paiements. L'opération de maman avait été reportée indéfiniment. L'hôpital ne voulait pas procéder sans paiement et son état n'était pas assez critique pour une intervention d'urgence. Franck avait été retiré de l'école privée et inscrit dans le système scolaire public. Jacqueline avait été expulsée de son loft et avait emménagé chez une amie, dormant sur un canapé, publiant des mises à jour vagues sur les réseaux sociaux concernant la trahison et les valeurs familiales. Je savais tout cela parce que ma cousine Émilie m'avait contacté. Elle avait vu la feuille de calcul que j'avais envoyée. Elle avait lu les emails. Elle avait regardé les chiffres et elle m'avait appelé. Blake, a-t-elle dit doucement, je n'avais aucune idée. Je suis tellement désolé. Ils ont profité de toi pendant des années. Tu as fait ce qu'il fallait. Je ne savais pas si c'était vrai, mais je savais que j'avais fait ce qui était nécessaire. La chose qui protégeait mon fils, la chose qui lui enseignait que le respect de soi compte plus que l'obligation. Connor est entré dans le salon tenant une photo encadrée. C'était l'été dernier, nous deux à la plage construisant des châteaux de sable, riant, le soleil se couchant derrière nous. « Est-ce que je peux la mettre sur l'étagère » a-t-il demandé. « Bien sûr, ai-je dit. » Il l'a posée soigneusement. Puis il m'a regardé, ses yeux sérieux. « Papa, est-ce qu'on reverra grand-mère et grand-père un jour ?» Je me suis agenouillé devant lui. J'ai pensé à mentir, à dire « oui », un jour quand les choses iront mieux. Mais je m'étais promis de toujours lui dire la vérité. « Je ne sais pas, mon pote », ai-je dit. « Peut-être un jour, mais pas tout de suite et peut-être pas avant longtemps. » Il a hoché la tête lentement. « D'accord. Est-ce que ça te va ?» ai-je demandé. Il y a réfléchi, vraiment réfléchi. « Oui », a-t-il dit finalement. « Je pense que oui. J'aime bien ici. Juste nous. » Moi aussi, ai-je dit. Il est retourné dans sa chambre. Je suis resté là à regarder la photo sur l'étagère. Nous deux, souriants, heureux, libres. C'était ça qui comptait. Pas l'argent, pas la maison, pas la culpabilité ou l'obligation, ou le contrat invisible que j'avais signé sans m'en rendre compte. Juste ça. Juste nous. J'ai pris mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon email. Il y avait un message non lu de papa. La ligne d'objet était simple, « Je suis désolé ». J'ai hésité. Puis je l'ai ouvert. Blake, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais j'ai besoin de le dire quand même. Tu avais raison. Nous t'avons tenu pour acquis. Nous t'avons traité comme un compte bancaire. Nous avons humilié Connor, et nous avons détruit la confiance que tu avais en nous. Je n'attends pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait et je suis désolé. Ta mère est désolée aussi. Même si elle ne peut pas encore le dire, elle est trop fière, trop en colère. Mais elle sait. J'espère qu'un jour nous pourrons parler. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Mais je comprendrai si tu ne peux pas. Avec amour, papa, je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être qu'un jour je leur pardonnerai. Peut-être qu'un jour Connor aurait des grands-parents qui le valoriseraient. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose de propre, quelque chose qui n'exigeait pas que je me réduise pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le soleil se couchait. Le ciel était orange, rose et or. Connor a appelé de sa chambre. « Papa, est-ce qu'on peut commander une pizza ce soir ?» J'ai souri. « Oui, mon pote, ai-je rappelé. On peut prendre une pizza. » J'ai attrapé mes clés et nous avons laissé le passé derrière nous.